Aujourd'hui, on aborde un sujet crucial qui concerne de plus en plus de personnes en France, l'obésité et la chirurgie bariatrique. Pour beaucoup, cette intervention représente une véritable renaissance, mais attention, ce n'est pas juste une opération. Elle implique des défis, des changements profonds, mais aussi des conséquences qu'il est nécessaire de comprendre. Je propose une série de vidéos pour donner toutes les clés, des techniques opératoires aux impacts à long terme en passant par les accompagnements indispensables. Je suis Carole, je suis diététicienne nutritionniste. N'oublie pas de t'abonner si tu veux plus de vidéos de ce type. Alors déjà, on va commencer avec quelques chiffres. Il faut savoir que l'obésité en France est un problème de santé publique majeur qui ne cesse de croître. Et la chirurgie bariatrique est devenue un traitement de l'obésité de plus en plus courant. Près de 60 000 chirurgies par an, 80% des chirurgies concernent des femmes. La moyenne d'âge se situe autour de 41 ans. La principale méthode opératoire qui est utilisée dans près de 60% des chirurgies, c'est la sleeve gastrectomie. La chirurgie bariatrique, elle est réservée aux personnes qui ont un indice de masse corporelle, ou IMC, supérieur à 40, ou alors entre 35 et 40, avec une complication associée. Le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, ou alors le syndrome d'apnée-hypoapnée obstructive du sommeil. Il faut être âgé entre 18 et 60 ans. Il faut, avant même de pouvoir prétendre à une chirurgie bariatrique, que la personne ait tenté de perdre du poids, mais pour ça qu'elle ait été accompagnée par une équipe pluridisciplinaire et que finalement cet accompagnement n'ait rien donné. Ça va être très important d'avoir un état nutritionnel qui soit cohérent. Donc des personnes qui peuvent être dénutries, il faut que le profil nutritionnel du patient soit satisfaisant. S'il ne l'est pas, alors pour prétendre à la chirurgie, il va falloir corriger et avoir un bon état nutritionnel. Donc, tout d'abord, on fait référence aux troubles psychiatriques sévères non stabilisés. Une personne qui est en dépression ne pourra pas être éligible à une chirurgie bariatrique. Une personne qui a des troubles psychotiques, ou par exemple une personne qui prend des substances type drogue, alcool, là aussi ce sera un frein à la chirurgie. Et enfin, quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, de l'anorexie, de l'hyperphagie, de la boulimie. Donc il va falloir que ces personnes soient prises en charge avant, de façon à pouvoir traiter tous ces troubles-là, et une fois qu'on considère que les troubles sont traités, à ce moment-là, le patient pourra prétendre à une chirurgie. Autre contre-indication, c'est les problèmes médicaux qui rendent l'anesthésie impossible. Si vous avez de gros soucis cardiaques, dans ce cas-là, on ne fera pas d'opération. S'il y a un contexte de grossesse ou d'allaitement, ce sera rédhibitoire et ce sera repoussé pour plus tard. Et après, il y a une autre contre-indication, c'est s'il y a une impossibilité, une incapacité à participer à un suivi pluridisciplinaire, c'est-à-dire que si le patient n'est pas capable de s'engager dans la démarche, voire même n'est pas en mesure de comprendre et de capter quels sont les attendus, qu'est-ce qu'il va devoir mettre en place, là on considère que le pas sera trop important et du coup le patient ne sera jamais assez bien préparé pour cette opération et ça risque d'être par la suite un échec. Donc il y a principalement deux techniques, c'est la sleeve gastrectomie et le bypass. Donc concernant la sleeve gastrectomie, donc la sleeve consiste à retirer environ 70 à 80% de l'estomac. L'idée c'est de transformer l'estomac, la partie d'estomac restante en un tube étroit. Donc on le voit bien ici sur le graphique. Cette réduction de taille limite la quantité de nourriture ingérée, automatiquement vu qu'on a réduit le volume de l'estomac. Ça diminue également l'appétit en réduisant la production de gréline. Il faut savoir que la gréline, c'est une hormone de la faim qui est produite par certaines cellules de l'estomac, et comme on enlève une bonne partie de l'estomac, automatiquement, la gréline, on va moins en fabriquer puisque les cellules responsables de la fabrication ont été enlevées. On dit que c'est une technique restrictive parce qu'on va restreindre de façon importante la quantité de nourriture qui va être ingérée. Donc les avantages de cette technique, c'est qu'il n'y a pas de modification de l'intestin, donc on le voit. Sleeve en anglais, c'est une manche, et en fait on voit que ça fait vraiment comme un couloir en fait entre l'œsophage, l'estomac restant et puis l'intestin. Donc finalement il y a juste une partie qui est découpée, qui est ensuite agrafée, et en fait on n'a pas fondamentalement modifié le passage des aliments. Donc il y a toujours le passage de l'œsophage à l'estomac et de l'estomac à l'intestin. Un autre avantage, c'est que ça va réduire l'appétit. Déjà la poche gastrique elle est beaucoup plus petite, et puis ensuite avec aussi la baisse de production de gréline, on a effectivement moins faim. Maintenant, les inconvénients. Alors il faut savoir que c'est une technique qui est irréversible. Une fois qu'on a coupé une partie de l'estomac, on ne pourra pas venir la raccrocher plus tard. Il y a des risques de reflux. Le reflux gastro-œsophagien, en fait, c'est un bol alimentaire qui va se retrouver dans l'estomac et qui va remonter au niveau de l'œsophage et qui va venir irriter les parois, créer soit des brûlures, soit vraiment un inconfort. Ensuite, on a un autre inconvénient, le risque de dumping syndrome. Alors le dumping syndrome, en fait, c'est un malaise que l'on peut faire, qui peut déclencher des nausées, vraiment un mal-être physique qui est lié à une absorption trop rapide des sucres. Il y a une arrivée trop rapide du bol alimentaire
au niveau de l'intestin, notamment du duodénum. C'est à ce niveau-là que les glucides sont absorbés par l'intestin. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme il y a une modification de l'estomac, en fait, on vient réduire un peu la partie, notamment le pylore. Le pylore, c'est la partie basse de l'estomac. Ça va faire un peu comme une barrière, c'est-à-dire que ça va pas envoyer tout d'un coup les aliments au niveau de l'intestin, mais ça va les envoyer petit à petit. Et comme avec la chirurgie, on est venu enlever une partie de l'estomac, du coup, ce fonctionnement se fait un petit peu moins bien, donc il peut y avoir une arrivée massive de sucre et de glucides au niveau de l'intestin, et cette absorption rapide peut générer le dumping syndrome. Donc pour ça, il y a des recommandations qui sont très claires, mais ça fera l'objet d'une vidéo dédiée pour justement éviter les risques de dumping syndrome. Un autre inconvénient, c'est qu'il y a un suivi nutritionnel qui est indispensable. Lorsque l'on modifie la structure de l'estomac, en fait, il y a plein de choses qui vont se passer. Il va y avoir déjà un fort retentissement sur l'absorption de certaines vitamines. Certaines vitamines comme la B1, la B9, la B12, et après, certains minéraux, notamment comme le fer. Une supplémentation qui peut être faite avant l'opération, mais également et surtout après l'opération, soit pendant un temps donné, soit tout au long de la vie. Ça dépendra des recommandations des chirurgiens et également du profil du patient. En termes de résultats, qu'est-ce qu'on peut obtenir? C'est entre 50 et 70% de l'excès de poids qui peut être perdu au cours des 2 premières années, et une amélioration des comorbidités comme notamment le diabète. Dans 60 à 80% des cas, on retrouve un profil glycémique qui est normal. La deuxième technique, c'est le bypass. Donc le bypass, il y a 2 techniques. Il y a la technique en Y et en oméga. Aujourd'hui, je décide de présenter la technique en Y. Le bypass, c'est une technique qui consiste à créer une petite poche stomacale. Donc en fait, on le voit, c'est environ 30 ml. Donc on la voit bien sur le schéma. Elle est connectée directement à une portion de l'intestin grêle, en contournant le reste de l'estomac et une partie de l'intestin. Cela réduit l'absorption des calories. On dit que c'est une technique qui est restrictive et mal absorptive. Restrictive, comme la sleeve, c'est-à-dire qu'on réduit le volume de l'estomac, donc on va pouvoir gérer moins de calories. On dit qu'elle est également mal absorptive parce qu'il faut savoir que une bonne partie des nutriments, notamment les glucides et les lipides, sont absorbés au niveau du duodénum, et on voit bien qu'en fait il est littéralement bypassé. Donc ça veut dire qu'on va passer directement de l'œsophage à la petite poche gastrique au niveau du jéjunum, et en fait ça va rattraper l'intestin mais plus tard. Donc en fait on va bypasser toute la partie duodénum, donc on comprend bien que l'assimilation à ce niveau-là ne se fait pas. Quid de la partie restante de l'estomac? Donc la partie restante de l'estomac, elle est hyper importante. Bien sûr, il n'y a aucun aliment qui va aller dans l'estomac puisqu'il n'est pas relié directement à l'œsophage, mais par contre, là où c'est hyper important, c'est qu'on va garder l'estomac dans son entièreté, et donc les cellules de l'estomac vont continuer de produire des hormones. Donc au niveau de l'estomac, on va avoir tout un tas d'hormones et d'enzymes digestives qui vont être produites et qui vont aller dans le duodénum pour rejoindre ensuite la circulation principale, là où on va retrouver les aliments. Et ça fait une différence puisque même si les enzymes arrivent tardivement, donc elles vont avoir moins de temps pour pouvoir digérer les aliments, elles arrivent quand même. Donc on ne se prive pas d'une partie de l'estomac vraiment sur le plan purement hormonal et enzymatique. Donc les avantages du bypass, on a une modification du circuit hormonal et digestif. Donc là j'en ai parlé juste avant. Il y a des nutriments, notamment les glucides et les lipides, qui sont principalement absorbés dans le duodénum et le jéjunum proximal, qui du coup vont l'être beaucoup moins. Donc on a une malabsorption qui se fait, donc on absorbe beaucoup moins de calories. Il y a une réduction drastique du reflux gastro-œsophagien. Alors là, pourquoi? En fait, c'est assez simple. Qu'est-ce qui crée le reflux et qu'est-ce qui crée finalement aussi cette sensation de brûlure? C'est l'acidité de l'estomac. Là, en fait, on a la poche gastrique qui est reliée directement à l'intestin, ce qui fait que le bol alimentaire descend directement au niveau de l'intestin, et toutes les enzymes et finalement tout ce qui va être les sécrétions en fait acides qui sont créées par l'estomac ne peuvent plus remonter parce que techniquement en fait c'est pas possible, donc elles vont descendre. Un autre avantage, c'est que la technique est réversible, mais c'est très complexe. Les inconvénients de cette technique, c'est une chirurgie qui est complexe, qui est longue, et en fait, il y a déjà 2 anastomoses. L'anastomose, c'est quoi? C'est, en fait, on va créer des sutures, donc on en voit 2. Je les ai mentionnées sur le schéma. Il y en a une en haut et une en bas. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même aussi un risque, notamment s'il y a des sutures, on peut avoir un risque qui est lié à ces sutures-là.
Il y a également un risque de dumping syndrome, donc comme la sleeve, le risque du dumping syndrome, là il existe, on voit bien, de toute façon vu que l'estomac est réduit, si vous envoyez des glucides, notamment des aliments sucrés, beaucoup trop dans l'estomac, il peut y avoir un accès direct à l'intestin et il peut y avoir ce dumping syndrome. Là aussi, il y a un suivi nutritionnel qui est rigoureux, et qui est parfois même fait à vie. On va avoir des supplémentations, des vitamines, du fer, du calcium, etc. En termes de résultats, qu'est-ce qu'on peut espérer? Donc une perte de poids en moyenne entre 60 et 75% de l'excès de poids sur 2 ans. Par contre, on a une vraie amélioration du diabète dans 80-90% des cas. Il peut y avoir des conséquences complètement positives, comme je disais en introduction, ça peut être une renaissance pour certaines personnes, avec une perte de poids. Encore une fois, le poids ne fait pas tout, mais ce qui va être intéressant, c'est finalement de venir corriger en fait toutes les anomalies qui auraient pu être constatées, donc notamment l'amélioration du profil lipidique, amélioration de la glycémie, amélioration de l'hypertension, etc. Tout ça, le fait de perdre du poids, le fait de sortir de l'obésité morbide, va aider finalement à réduire toutes ces comorbidités. Par contre, il peut y avoir aussi des conséquences négatives. Déjà, quand on s'embarque dans un parcours, on a forcément des attentes. Donc une des premières conséquences de ça, ça peut être la désillusion. C'est important de voir que chaque patient, on regarde un petit peu quelles sont les attentes et qu'est-ce que le patient considérerait comme être une chirurgie réussie. Et souvent, il faut savoir que sur le plan médical pur, le fait d'avoir amélioré notamment le profil lipidique, la glycémie, l'hypertension, c'est véritablement une réussite. Quand le patient, lui, parfois, a tendance à s'intéresser à un chiffre d'un poids qu'il aimerait bien atteindre. Mais parfois, même si ce poids n'est pas atteint, on considère que le patient est en bonne santé, d'un point de vue médical, que l'opération est une réussite. Ensuite, il peut y avoir de la dysmorphophobie. C'est lorsque le patient éprouve des difficultés à percevoir son corps tel qu'il est réellement. Et il va notamment se focaliser sur certains défauts de son apparence. Bien entendu, à ce moment-là, le patient devra être accompagné. On peut aussi avoir l'impression de perdre son identité. Je sais qu'il y a des patients qui disent moi voilà, j'ai toujours été le bon copain que tout le monde adore, et en fait du jour au lendemain, quand on perd 60-70 kilos, qu'on plaît un peu plus, que le regard des autres change, que peut y avoir des diffs pour la personne à s'intégrer finalement dans cette nouvelle vie. Une autre conséquence à la chirurgie, c'est le potentiel recours à des chirurgies réparatrices et esthétiques, afin de réparer la peau du corps et de lutter contre les excédents cutanés. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de chirurgie réparatrice. On va retrouver l'abdominoplastie, une des interventions qui est les plus répandues afin de traiter ce qu'on appelle le tablier abdominal, la peau qui est au niveau du ventre et qui va avoir tendance à tomber. Il y a également des liftings au niveau des bras, au niveau des cuisses, et il peut aussi y avoir des liftings au niveau des seins. Il faut savoir que toutes ces opérations ne sont pas forcément prises en charge par la sécurité sociale, et c'est une vraie conséquence. On retrouve des patients qui peuvent être complexés, et souvent la période avant d'avoir la chirurgie réparatrice peut être un petit peu compliquée. Pour le patient, c'est pas quelque chose de très agréable, la peau peut également le gêner et il peut trouver ça disgracieux. Et puis après, il y a des risques d'échec de la chirurgie. Risque d'échec de la chirurgie tout simplement parce que le patient ne perd pas de poids, parce que il a pas bien été préparé, parce que les habitudes n'ont pas été changées et que finalement le patient retombe petit à petit dans les travers qu'il a connus. Donc finalement, comment bien se préparer à la chirurgie? Donc ça fait l'objet d'une autre vidéo dans laquelle je vais tout expliquer, le parcours préopératoire, le post-opératoire, vous donner tous les tuyaux, toutes les astuces et toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous aider à vous préparer au mieux dans ce parcours ou aider vos proches ou pour tout simplement avoir de l'information. Donc n'hésite pas à commenter, à partager ton expérience si tu es dans un parcours, si tu es en préopératoire, en post-opératoire, n'hésite pas à partager la technique aussi qui a été fait sur toi, les résultats, voilà. Tout ça, ça peut intéresser d'autres personnes. Donc n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos et de contenus de ce type, à liker, à commenter.